avant d'entrer dans le vif du sujet, vous êtes médecin urgentiste, vous êtes ici à Soissons, en France, dans le département de l'Aisne. On imagine que vous êtes en première ligne de cette pandémie, de la lutte contre cette pandémie, la Covid-19, et que la situation doit être forcément préoccupante. Alors, avant de parler de tout cela, on aimerait savoir comment est-ce qu'on devient médecin urgentiste à Soissons, en France, quand on est d'origine camerounaise. Oui, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Mais moi, je définis le médecin urgentiste comme étant ce médecin qui a vraiment la passion de la médecine, mais disons, je vais dire qu'il a la vocation de la médecine, mais qui a surtout la passion de sauver des vies. C'est comme ça que moi, je définis le médecin urgentiste. Donc, pour devenir médecin urgentiste, aujourd'hui, il faut passer par un cycle d'études médicales. Ça commence par un concours de première année qu'il faut pouvoir réussir, parce que c'est un concours qui est très sélectif, et il n'y a que ceux qui ont la détermination, pas forcément l'intelligence, parce qu'on pense toujours qu'on réussit à des examens par de l'intelligence. Il en faut un tout petit peu, mais il faut surtout avoir la détermination. Moi, je pense n'avoir pas toujours été très intelligent, mais j'ai toujours été très déterminé. Mais après, une fois qu'on a parcouru un cycle de tronc commun, il faut après maintenant s'inscrire pour un cycle de spécialité qui fait 4 ans. Donc pour devenir urgentiste, il faut 10 ans d'études. C'est ce que j'ai fait pour être le médecin que je suis aujourd'hui. Il y a une autre cacophonie qui a circulé, si j'ose dire, avec l'arrivée des virus. Je parle spécialement de l'Afrique. Tout le monde, beaucoup de spécialistes, ici en Occident en particulier, et en Europe spécialement, ont cru que l'Afrique serait rayée de la carte avec ce virus-là. Beaucoup ont annoncé qu'il y aurait des centaines de milliers de morts en Afrique et que le continent, n'étant pas doté d'infrastructures idoines, aurait beaucoup de mal à se relever. Or, la première vague a montré que l'Afrique s'en tire plutôt pas mal, pour ne pas dire mieux. Et cette deuxième vague qui est arrivée depuis quelques semaines maintenant aussi, montre que le continent continue à résister. Première question, comment expliquer cela? Et deuxième question, est-ce que l'Afrique n'est pas finalement l'espoir du monde en matière de lutte contre la Covid? Mais pas seulement en matière de lutte contre le Covid. Moi, je suis africain, j'observe énormément ce qui se passe en Afrique, bien que vivant depuis une quarantaine d'années ici en Europe. Hein. Je suis très africain, comme on dit, mon nombril est enterré là-bas et mon cœur y est, hein, même s'il est aussi ici. Le drame de l'Afrique, c'est que l'Afrique n'a pas confiance en elle. L'Africain n'a pas confiance en lui. L'Africain, et je le dis, moi j'ai les doubles cultures. J'ai vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de 20 ans et après j'ai fait le reste de mon parcours ici. Donc j'ai cette double culture qui me permet d'avoir cette analyse-là dans les deux sens. Et souvent l'Africain a tendance à croire essentiellement à ce qui vient d'ailleurs, et notamment de l'Occident, que parfois il qualifie de paradis terrestre, alors que le paradis pour moi il est en Afrique. Pourquoi? Parce que cette Afrique-là détient tout. Elle est là la matière première, elle a toujours eu la matière grise. Même si pendant longtemps, on a voulu faire comprendre que l'Africain n'avait pas d'histoire, n'avait pas de culture, n'avait pas d'intelligence, c'est faux. Et le Covid-19 vient remettre les pendules à l'heure. Qu'est-ce que le Covid-19 nous montre? L'hécatombe annoncée en Afrique ne s'est pas produite. Au contraire, l'Europe subit un deuxième échec face à ce Covid-19 et cette deuxième vague. Pourtant, l'Afrique a résisté déjà dès la première vague. Et l'Afrique a résisté pourquoi? Parce que je le disais, je faisais une analyse lorsque je passais sur des chaînes de télévision internationales au début de l'épidémie pour essayer d'expliquer un tout petit peu ce que l'Afrique devrait faire pour résister à cette vague. Parce que, étant médecin en première ligne, certes, je suis en première ligne au front de cette guerre sanitaire-là, parce que je suis médecin urgentiste, donc en première ligne pour prendre en charge les victimes, mais une guerre se gagne aussi par la communication, une très bonne communication. Et j'ai compris qu'il fallait aussi très bien communiquer là-dessus. Et j'ai fait une analyse. Pour résister à cette pandémie mondiale, la Covid-19, il fallait vraiment tenir compte de 3 piliers dans l'analyse, la stratégie à appliquer. Il fallait tenir compte de la population, il fallait tenir compte du système sanitaire, il fallait tenir compte de la bonne gouvernance.
Et il faut dire que quand on analyse la population africaine, c'est une population qui est jeune. Elle a du talent, elle en veut, elle souffre au quotidien, elle résiste déjà à beaucoup de maladies. Le paludisme frappe terriblement les Africains. Sans d'autres maladies comme la typhoïde et d'autres maladies endémiques qui sévissent. Donc l'Africain a un système immunitaire robuste. Robuste parce que ce système immunitaire s'est forgé au cours des années, d'ailleurs dès son enfance, avec une sélection naturelle. Lorsqu'on traverse les 5 ans et qu'on traverse encore l'âge d'adolescence et qu'on a résisté à toutes ces infections-là, on a un système immunitaire robuste. Donc c'était un atout majeur pour l'Afrique, la population jeune, avec un système immunitaire robuste, parce que déjà forgé dès la naissance par des attaques, par des maladies qui sévissent de façon endémique en Afrique. Et il y avait maintenant le système sanitaire qui est le deuxième pilier de cette stratégie-là. Et là, c'est un système sanitaire qui est fragile. Fragile en ressources humaines, il y a très peu de médecins, fragile aussi au niveau des plateaux techniques. Mais l'Afrique avait un atout, et cet atout-là, il ne fallait pas qu'il le néglige, c'est sa pharmacopée. À savoir que l'Afrique devait faire confiance à sa pharmacopée. Elle a toujours fait confiance à sa pharmacopée pour se soigner vis-à-vis du paludisme, pour soigner contre... Avec des plantes, des choses... Tout à fait, tout à fait. L'Afrique est riche en pharmacopée. Sur le plan médicinal, l'Afrique a des plans, des décoctions qui apportent, qui stimulent le système immunitaire, et si on le développe de façon industrielle, on peut, de façon pharmacologique, on peut arriver à sortir des choses tout à fait intéressantes. Mais souvent, l'Afrique est bloquée parce qu'il y a tellement d'intérêts en jeu qui font que lorsqu'un chercheur essaye, par exemple, de révolutionner en trouvant un médicament pour soigner le paludisme ou pour soigner le VIH-Sida et le Covid-19, on le voit, ce qui s'est passé à Madagascar, on le voit avec la potion de Monseigneur Cléda, on voit très rapidement que l'OMS monte au créneau, l'Organisation mondiale de la santé monte au créneau et tape sur ces personnes en disant votre produit n'est pas homologué, vous n'avez pas le droit de le diffuser à grande échelle, et c'est comme ça qu'on étouffe l'Afrique, Mais cette fois-ci, concernant le Covid-19, l'Afrique ne s'est pas laissée étouffer, elle a résisté à ces pressions venant de l'extérieur, et c'est ça le secret, c'est le secret de la réussite de l'Afrique par rapport à cette pandémie mondiale, la Covid-19. Vous, en tant que médecin, conseilleriez-vous justement à vos patients d'utiliser ces potions? Bien sûr, bien sûr. C'est des potions qui, certes, n'ont pas montré sur le plan scientifique leur efficacité, mais c'est des potions sur le plan observationnel montrent l'efficacité. Ça peut tout simplement être un certain bien-être qui va doper le moral et qui va vous donner une âme de guerrier face à l'infection à Covid-19. C'est très important. Vous savez, la majorité des médicaments ont un effet placebo de près de 40%. 40% n'est pas loin de 50%. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise un médicament, on a un effet placebo de 40%. Je peux vous donner la poudre de perlimpinpin face au Covid-19, mais si vous avez vraiment la foi et si vous avez vraiment la confiance en moi en disant le docteur Amangem Cap, c'est vraiment un médecin compétent, il m'a donné le médecin révolutionnaire qui va me sauver du Covid-19, vous avez une chance sur deux d'en guérir juste avec ces poudres de perlimpinpin. Donc il faut pouvoir, je ne veux pas dire que ces décoctions-là sont des poudres de perlimpinpin, mais je veux dire que dans la pratique médicale, il y a l'effet placebo qui existe. Il faut que les gouvernements africains essayent un tout petit peu de, comment je vais dire ça, de favoriser la recherche sur cette pharmacopée africaine et la développe, essayer de la valider à un niveau scientifique en faisant des études en double aveugle, essayer de la valider. Et il faut que les gouvernements africains arrêtent de subir les pressions de tous ces organismes internationaux qui mettent les pressions parce qu'ils... Est-ce que vous voyez qu'ils ont des moyens vraiment de ne pas subir ces pressions? Mais ça dépend de la volonté politique. On peut bien ne pas subir les pressions. Vous savez, Madagascar a bien résisté. Ils ont bien résisté aux pressions qu'ils subissaient. Le président malgache a été très courageux de dire « Moi, je vais distribuer cette potion-là à toute ma population ». Dans beaucoup de pays, beaucoup de présidents s'arrêtent en disant « Écoutez, ce n'est pas homologué, je n'aurai pas de subventions, donc je préfère… » Sauf que c'est resté cantonné à son pays. Il ne peut pas l'exporter. Il ne peut pas, je dis, quelques pays africains aussi, mais il ne peut pas l'exporter à une échelle internationale. Oui, mais ça, oui, il ne peut pas l'exporter à l'échelle internationale, ça c'est un autre sujet. Mais il faut déjà qu'une solidarité africaine se développe, une générosité africaine se développe, et que lorsqu'un de nos pères
dit qu'il a découvert quelque chose comme ça, qu'on puisse se réunir, que les scientifiques africains puissent se réunir pour essayer d'en savoir un peu plus, essayer de développer. Il ne faut pas toujours attendre que l'Occident valide nos procédés, nos process ou nos découvertes. L'Occident ne validera jamais ça. Parce qu'une fois qu'on découvre en Afrique, ça va contre leurs intérêts. Et nous sommes dans un monde d'intérêts. Et chacun défend ses intérêts. L'Afrique aujourd'hui, avec le Covid-19, l'a compris. L'Afrique doit savoir défendre ses propres intérêts. Personne ne viendra défendre les intérêts à la place des Africains. Alors, depuis ce week-end, on parle d'une trentaine de vaccins qui devraient pouvoir circuler d'ici à la fin de cette année, voire début 2021. Croyez-vous que tout a été mis sur pied, que les choses se passent dans de très bonnes conditions? Auquel cas, vous qui êtes médecin, est-ce que vous êtes déjà préparé en vous disant d'ici janvier, février, mars, je pourrais prescrire cela à mes patients ou bien à ceux qui sont autour de nous? Mais je peux répondre à cette question que de façon individuelle. Je ne peux pas répondre à cette question de façon... en tout cas, je ne suis pas mandaté pour répondre à ces questions. Mais je réponds en tant que docteur Armand Guincap. Moi, j'observe au niveau de ces vaccins une certaine cacophonie encore. L'OMS nous a annoncé un vaccin au courant du mois de juin 2021. Lorsque je suis en France, lorsque le président Macron a déclaré le confinement, nous étions en fin octobre, il a dit et il a répété que nous n'aurons un vaccin que vers le mois de juin ou l'été 2021. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on a une course au vaccin effrénée et on nous fait comprendre que d'ici décembre, on va commencer à vacciner les uns et les autres? Moi, je pose beaucoup de questions. Quelle est la réelle validité de ces vaccins? Est-ce que ces vaccins ont subi toutes les différentes, les différentes phases de son élaboration? Il faut à peu près une dizaine d'années pour élaborer un vaccin de bonne qualité. Je suis un peu surpris qu'en moins d'un an, on a déjà des vaccins qui vont être... Voilà. Donc moi, je m'interroge et je parle encore une fois de plus, à titre personnel, je m'interroge sur ce qui se passe. Je parle à titre personnel parce que je ne veux pas que le conseil de l'ordre des médecins dise oui, mais ce monsieur est anti-vaccin. Non, non. Mais je me pose des questions, comme tout Français peut se poser des questions. Voilà. Je voudrais revenir un tout petit peu, on est passé un peu rapidement sur le cas de l'Afrique. Vous avez dit que les gouvernements africains, ceux qui sont en responsabilité, devraient promouvoir la pharmacopée. Qu'est-ce qui peut empêcher que, au-delà de chaque gouvernement, que l'Afrique se mettent ensemble, que les Africains, que les pays, les États se mettent ensemble pour faire avancer les choses? Pourquoi est-ce que on ne peut pas imaginer que dans les semaines, les mois à venir, cette affaire de Covid ait pu permettre aux différents gouvernements de se mettre ensemble justement pour faire avancer les choses, que de le faire État par État? Mais pour lutter contre le Covid et pour gagner cette guerre sanitaire Covid-19, il faut de la solidarité. Il faut certes la générosité, mais il faut la solidarité. L'individualisme est un échec. C'est d'ailleurs pour ça que l'Europe est en échec. Pourquoi l'Europe est en échec? L'Europe est en échec, pourquoi? Parce qu'il y a, quand je parle de l'Europe, je peux aussi parler des États-Unis, je peux parler de l'Occident dans sa globalité, contrairement aux pays asiatiques qui réussissent beaucoup mieux dans le domaine. L'Occident est en échec, pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'intérêts en jeu, d'intérêts financiers en jeu, que chacun essaye de freiner l'élan de l'autre, alors qu'ils devaient se mettre tous autour d'une table et essayer d'apporter chacun son intelligence, sa compétence au service de l'humanité. Mais chacun essaye de tirer ses marrons du feu pour son utilisation personnelle, pour son enrichissement personnel. Et ce qui se passe en Afrique? En Afrique, moi j'ai cru comprendre que parfois, lorsqu'on déclarait des cas de Covid, on touchait des subventions. Hein? Donc il fallait déclarer des cas de Covid pour pouvoir toucher des subventions venant de certains organismes. Et beaucoup, par mercantilisme, ont succombé à cet appel-là, qui n'est pas l'appel du peuple, qui n'est pas l'appel de sa population, mais qui est l'appel des lobbies financiers. Parce qu'on vous dit, plus vous déclarez des cas de Covid, vous allez trouver des subventions. Bien sûr, à partir du moment où on fait un tel appel, on met les gens dans une situation où ils peuvent fausser les données, ils peuvent déclarer des choses qui ne sont pas vraies, tout simplement parce que derrière,
il y a un bénéfice. On ne devait pas agir comme ça. Moi, je pense que les Africains doivent se réveiller, essayer de mettre en place cette solidarité qu'ils savent très bien faire à des niveaux très bas, mais qui mettent en place cette solidarité gouvernementale. D'ailleurs, cette solidarité gouvernementale avait commencé à être développée avec la tisane venant de Madagascar, la tisane d'Artémisia venant de Madagascar. Elle avait commencé à se développer. Il y a des pays comme, je crois, la Guinée, mais je pense aussi le Sénégal, qui avait commandé. Et puis rapidement, ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce que bon, il y a certaines personnes tapis dans l'ombre qui ont essayé de peut-être manipuler un tout petit peu le bâton en disant ben, faites attention, ce produit-là n'est pas homologué, vous n'avez pas le droit de distribuer ça à votre population. Et elles ont arrêté, elles ont eu tort. Il fallait qu'elles prennent ce produit, qu'elles apportent. Moi, je vais dire, moi, j'aurais été président d'un pays, j'aurais pris cette tisane, j'aurais appelé mon conseil scientifique, j'aurais dit essayez de m'analyser cette tisane-là et vous me dites ce que ça donne. Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose. En période de guerre, et en période de guerre sanitaire, on utilise les armes de guerre et on pratique la médecine de guerre en guerre sanitaire. On n'a pas à chipoter, on va peut-être faire des études pendant que nous sommes en train de sauver des vies, mais pas dire, attendez d'abord que vous fassiez des études pendant 6 semaines. On a d'ailleurs vu ce que ces études-là ont montré sur, lorsqu'on a voulu faire des études sur le remdesivir. On n'en parle plus. Ça a été un grand espoir, c'est un antiviral qui était un grand espoir, et subitement, chut, on n'en parle plus. Parce qu'on a voulu promotionner rapidement quelque chose et rapidement les études ont montré. Mais moi je pense qu'en Afrique, on aurait dû valoriser vraiment cette pharmacopée, essayer de la distribuer à large échelle et chaque pays aurait dû réunir son conseil scientifique pour essayer de valider un tout petit peu l'efficacité de ces molécules. Voilà, il faut une solidarité, il faut la générosité et c'est comme ça qu'on arrive à donner une riposte ferme, frontale au Covid-19 et on gagne la guerre sanitaire.